Effectivement, la question de l'organisation, c'est, Pascal faisait référence à Ronald Coase par exemple, l'organisation d'entreprise, c'est souvent une réponse. C'est une réponse, mais quelle est la question? Et c'est un peu la direction vers laquelle je veux vous entraîner, c'est vraiment de réfléchir à la question, puisque l'organisation est une réponse. Et l'idée, c'est de passer des organisations à l'organisation. Alors peut-être qu'il aurait fallu un O majuscule, organisation au singulier, l'organisation comme principe. Le Corail est une organisation, par exemple. Et la démarche de Jérémy est aussi une organisation. La question, c'est est-ce qu'on a une vision des organisations qui est une vision assez claire, puisque quand on parle d'organisation, on a plutôt tendance à voir ça, par exemple. Donc, c'est une image extraite du film de Jacques Tati, Playtime. On voit les organisations plutôt comme des structures, comme des choses figées, comme des choses qui sont immobiles, plutôt que des processus. Alors, processus dont l'objectif est ce qu'on appelle la négantropie, donc le contraire de l'entropie, le contraire de la détérioration naturelle des systèmes. Une organisation comme processus, ce serait une organisation qui a comme objectif celui de survivre. Si je reviens à l'organisation traditionnelle, l'organisation donc qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans l'image de Jacques Tati, l'organisation traditionnelle sous forme par exemple ici d'organigramme avec un cerveau au sommet de l'organisation, puis après des gens qui exécutent. Évidemment, l'organisation telle qu'on la pratique conditionne notre façon de penser. L'organisation mise en œuvre conditionne la façon de penser. En l'occurrence, ici, il n'y en a qu'un qui pense. Donc changer l'organisation peut permettre de changer de manière de penser. Et l'organisation traditionnelle qu'on vit de manière plus ou moins précise, mais en tout cas qu'on vit dans les principes, tous dans nos organisations, c'est ce qu'on appelle le taylorisme. C'est une organisation qui est difficile de faire disparaître. On a une habitude organisationnelle qui est très ancrée, cette habitude du taylorisme, c'est ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, qui globalement consiste à faire en sorte de séparer les tâches à réaliser et d'affecter ces tâches à des personnes différentes qui vont se spécialiser dans chacune de ces tâches. On a tous l'habitude de fonctionner comme ça, et quand on demande aux étudiants de préparer un exposé ou quoi que ce soit, ils commencent tout de suite par se partager le boulot. On voit avec la démarche de Jérémy que dans la réalité des choses, c'est pas tout à fait ça. Il faut arriver justement à articuler les choses plutôt qu'à les séparer. Et l'organisation taylorienne, elle est plutôt dans la séparation. Donc comment est-ce qu'on peut articuler ? C'est difficile d'articuler parce qu'on a vraiment, au fond, deux visions de l'organisation qui correspondent à des manières de penser l'échange aussi. Pascal faisait référence à l'État et au marché, mais on a deux visions d'organisation. Il y a la vision qui est la vision bureaucratique, qui a été largement étudiée par le sociologue Max Weber. Et puis on a la vision plutôt taylorienne, dont on a évidemment tous les images en tête du film de Charlie Chaplin étant moderne, où il y a vraiment une spécialisation des tâches. Et ces deux organisations ont comme caractéristique commune, c'est pour ça qu'elles s'entendent assez bien finalement entre elles, elles ont comme caractéristique commune de mettre en place du contrôle. C'est-à-dire que dans ces organisations, il y a très peu d'autonomie, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de l'entreprise. Finalement, ce qu'on va valoriser chez les personnes présentes dans l'organisation, c'est leur capacité à pouvoir exécuter les tâches qu'on leur demande d'exécuter. Ce qui, à un moment donné, dans un contexte donné, était une bonne chose. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du taylorisme, mais la mise en place du taylorisme était un progrès organisationnel par rapport à l'époque dans laquelle il a été mis en place. De la même manière, la mise en place de la bureaucratie des États modernes a été un progrès par rapport à l'arbitraire des États d'Ancien Régime. Donc ces deux modes organisationnels ont été à un moment donné pertinents. La question, c'est est-ce qu'ils le sont toujours ? Et se poser cette question, c'est se poser la question de finalement la pauvreté des outils organisationnels qui sont à notre disposition.
Le célèbre psychologue américain Abraham Maslow nous explique que c'est assez tentant, si le seul outil qu'on a à disposition est un marteau, de traiter tous les problèmes qu'on rencontre comme des clous. Et c'est assez tentant de considérer toutes les formes organisationnelles à mettre en place pour résoudre des problèmes, comme des organisations tayloriennes ou des organisations bureaucratiques, puisque ce sont les seuls référentiels à notre disposition et qu'elles ont fait leurs preuves aussi à travers le temps. Les deux formes d'organisation sont anciennes, le taylorisme a plus d'un siècle, les organisations bureaucratiques, les États modernes sont aussi extrêmement anciennes, donc elles ont fait leur temps, elles continuent à fonctionner cas un cas. Donc c'est difficile de penser autre chose, puisqu'on a déjà deux outils à penser, deux outils qui nous permettent d'éviter de trop penser. Et donc l'enjeu pour nous, si on veut transformer nos rapports à l'organisation, c'est de lâcher le marteau. Et c'est important de lâcher le marteau parce que finalement, dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde extrêmement volatile, extrêmement complexe, la règle qu'on expérimente tous, c'est l'entropie. C'est ce dont parlait tout à l'heure Jérémy sur la mort du corail. C'est la détérioration naturelle des systèmes. Tous les systèmes dans lesquels on vit se détériorent, et en ce moment, ils se détériorent très vite, que ce soit nos systèmes écologiques, on ne va pas reparler du réchauffement climatique, mais nos systèmes politiques, qui sont sans arrêt soumis à des pressions extérieures, pensez aux crises migratoires, pensez aux montées des démocratures en Europe. Les systèmes économiques, évidemment, sont eux aussi challengés, on a de plus en plus de concurrents, etc. Donc la règle, contrairement à nos représentations, la règle est plutôt le déséquilibre, l'entropie, la détérioration des systèmes. Et ce qui va aller à l'encontre de l'entropie, c'est l'organisation. L'organisation, sa fonction en fait, sa seule fonction, c'est de survivre, c'est d'exister. Donc on s'organise pour survivre. Notre corps est une organisation dont l'objectif est de nous empêcher de mourir le plus longtemps possible. De la même manière, le corail est une organisation dont l'objectif est simplement de vivre. Donc l'organisation, c'est un principe. C'est vraiment un principe de combattre l'entropie, de nier l'entropie, la négantropie. Donc l'organisation a pour objectif d'essayer de retarder cette détérioration des systèmes qui, à un moment ou à un autre, conduira le système à sa destruction, qui est inéluctable. Mais donc l'organisation, c'est beaucoup plus un processus de résistance qu'un État. Jérémy, je pense que c'est un excellent exemple de processus qui va nous permettre de voir comment on peut traiter un problème. Tout à fait, parce que ce que tu dis, David, sur l'organisation, en fait, ça naît d'un choix. C'est vraiment le choix de base quand on a un projet d'envergure. C'est est-ce qu'on continue à sectoriser les savoirs et est-ce que ça marche? Moi, ce que je voulais... je trouve ça toujours intéressant d'avoir des œuvres d'art qui dénoncent les choses ou qui mettent en valeur un point sensible. L'art, c'est toujours un vecteur de sensibilisation, mais seul, ça n'avance pas assez, pour moi en tout cas pour ce projet. Ce que je voulais vraiment pour ce projet, qui est un peu une sorte de convergence de toutes les prérogatives de ma recherche artistique, c'était aller plus loin. C'est-à-dire c'est une œuvre qui fait changer les choses. Et pour ça, il a fallu réfléchir à l'organisation, parce que si j'avais adopté la forme traditionnelle de sectorisation des savoirs, il n'y aurait pas eu cet effet de cercle vertueux. En fait, ce qui est intéressant, ce qui se passe avec Corail Artefact, c'est que ce soit l'art, la science et l'industrie, il y a des points positifs et négatifs. Et le fait de les associer ensemble avec des porosités dans chaque domaine fait qu'un domaine va gommer les points négatifs de l'autre, etc. Je vous donne un exemple rapide. Les artistes, on a le lieu commun des artistes, c'est des êtres qui ne sont pas ancrés dans la société. En gros, on est un peu des doux rêveurs, mais qui ne savent pas ce que c'est que la vraie vie, quoi. On est un peu comme les albatros à la Baudelaire. Une fois qu'on est sur le sol et qu'on ne peut plus voler, on est un peu gauche et on est un peu maladroit, on ne sait pas trop faire notre comptabilité, payer les factures à temps, etc. Et une sorte de déconnexion comme ça, on est comme si on était toujours dans la poésie et qu'on ne savait pas ce qu'était la vraie vie. La science, tous les jours, à longueur de journée, je pense que chacun d'entre nous, on entend un discours sur le réchauffement climatique, les problèmes de pollution, etc. Chaque instant, il y a toujours un article qui sort qui nous alerte. Est-ce que pour autant les choses changent? Non. La science est vue comme un discours culpabilisant. L'industrie,
le lieu commun de l'industrie, c'est une énorme entreprise qui fait un produit et qui veut le vendre et qui n'a aucune considération annexe, aucune condition sociale, humaniste, etc. C'est le gros patron qui produit à la chaîne. Le fait de réunir ces trois ensembles et vraiment en une collaboration, moi, en fait, mon travail en tant qu'artiste, c'est de faire des œuvres. Là, vous avez un exemple d'œuvre. En fait, j'ai recréé, avec la dentelle qu'on a fait avec Fontanil, une installation monumentale qui refait un récif corallien qui a subi le blanchiment, mais avec la dentelle. Ça a été une vraie collaboration. Et par exemple, cette œuvre est un vecteur sensible de l'alerte scientifique sur le problème du corail. La scope Fontanil, c'est de l'artisanat industriel. Et on s'en rend compte, là vous pouvez le deviner, la partie basse de l'image, c'est une micro-partie des 150 ans d'échantillons de création artisanale de l'entreprise. Donc en fait, ce projet, pour qu'il soit mené à bien, il a fallu imaginer une nouvelle organisation où en fait, chaque pôle du projet amener un point positif et réguler l'image qu'on pouvait avoir sur ce domaine. Donc la science n'est plus la science, l'art et l'industrie ne sont plus vus avec leurs points négatifs, mais l'alliance entre chaque crée un cercle vertueux. Donc la première partie, l'art, moi je crée des œuvres, des dessins, des sculptures, des installations qui inspirent le protocole scientifique et en même temps qui est donné au public pour la sensibilisation. Donc là je vous ai mis quelques listes d'expositions. Le projet, il permet d'être médiatisé. Parce que c'est un projet porteur, parce que c'est un projet d'avenir, parce que ça crée une nouvelle organisation, comme tu disais. Là, au-delà de l'installation monumentale, j'ai créé aussi une application en réalité virtuelle, parce que même moi, j'ai jamais vu de coraux en vrai. En fait, c'est tellement loin de nous. Si on n'a pas la chance d'avoir plongé, si on n'a pas la chance d'aller voir ces récifs, comment on s'en rend compte? Donc l'application en réalité virtuelle vous plonge dans le projet et vous donne à voir ce que c'est vraiment que le corail à proximité. Ensuite, le protocole scientifique. Donc moi, l'idée, c'était d'amener la dentelle comme substrat pour développer le corail. Donc on a développé avec Isabelle de Marcoulon tout un protocole, vraiment en collaboration. C'est-à-dire que je pense qu'Isabelle, avant de me rencontrer, n'aurait jamais eu l'idée d'utiliser la dentelle. Et moi, j'aurais jamais pu créer un protocole scientifique viable. Donc c'est vraiment notre collaboration ensemble. Donc on a fait des tests avec des larves de corail, avec des boutures de corail d'une espèce spécifique. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de rejet de la dentelle. Au contraire, en fait, la dentelle se biodégrade bien dans l'eau. Et là, ce que vous voyez en haut à droite, c'est des larves de corail. Donc c'est le stade le plus critique de développement du corail. Et avec la dentelle juste simple de Fontanil, on arrive à un développement de stade 4. Il y a 5 stades de développement, donc c'est-à-dire il y a un vrai polype de corail qui se développe sur la dentelle. Donc c'est extrêmement encourageant pour la suite du protocole. Et enfin, l'industrie. Là, vous voyez les machines. Les machines sont de l'artisanat. Et ça aussi, c'est une image qu'on a aussi beaucoup de l'industrie, sauf que c'est juste l'accélération du processus. Et ce qui nous a permis de faire des laisses de dentelle de 3 mètres. Donc l'installation monumentale fait 1,5 km² de dentelle. Là, vous avez tout le processus. Donc en haut, vous avez une image. En fait, moi, j'ai produit des dessins des grandes familles de coraux. Et ensuite, ces dessins ont été retranscrits dans le logiciel de la machine pour créer la dentelle. Donc on part toujours de l'art pour arriver à créer une production scientifique et industrielle. Donc c'est une belle réussite ça d'articulation, l'art, la science, l'industrie. Est-ce qu'on pourrait généraliser et avoir une idée sur le type d'organisation qui permettrait de fertiliser davantage ces caractéristiques? Alors c'est tout le propos, le projet. Je reprends ce que disait Jérémy tout à l'heure, c'est cette idée d'avoir une œuvre comme un moyen de faire changer les choses. Et là, dans sa démarche, et moi ma démarche, c'est aussi une démarche qui consiste à faire changer les choses en montrant qu'il n'y a pas que le marteau qu'on peut utiliser, qu'il y a d'autres outils qu'on peut utiliser pour s'organiser. Et donc, utiliser un outil qui est un outil assez peu connu, qu'on appelle le commun. Alors, qu'est-ce que c'est que le commun ? Alors, le commun, c'est un outil
qu'on est légitime maintenant à utiliser, même s'il a été utilisé depuis longtemps et qu'on l'utilise tous plus ou moins, mais légitime à utiliser parce qu'en 2009, Elinor Ostrom, la seule femme prix Nobel d'économie, a eu son prix Nobel autour de ses travaux sur les biens communs, sur les communs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un commun ? Si on veut en avoir une première approximation extrêmement simple, c'est la manière dont on va gérer le réfrigérateur familial. À la maison, le réfrigérateur, il ne se remplit pas tout seul et il ne se vide pas non plus par magie. Donc il y a des règles qui sont mises en place pour qui est-ce qui va faire des courses, qui est-ce qui va consommer quoi, comment est-ce qu'on consomme, qui a le droit à tel yaourt, qui a le droit... Et donc tout ça, c'est un commun, c'est une ressource partagée, c'est une ressource qui est épuisable et c'est une ressource qui est régulée par du dialogue entre les parties prenantes. Donc le commun, pour simplifier, et c'est pas moi qui prends l'exemple, c'est Elinor Ostrom qui prend cet exemple-là pour vous donner une image de ce que c'est que le commun. Mais dans un premier temps, le commun, c'est une question politique. C'est là où c'est intéressant et c'est là où, une fois encore, où ça rejoint la démarche de Jérémy, se servir de l'art pour faire changer les choses, c'est de la politique. Utiliser des outils intellectuels pour faire changer les choses, c'est de la politique. Cette question politique, donc là je vous donne un extrait, mais je vais vous le traduire rapidement, afin de vous donner l'essentiel. C'est un extrait de la lecture qu'a faite Elinor Ostrom lors de son prix Nobel. Et qu'est-ce qu'elle nous explique ? Elle nous explique que pendant très longtemps, les économistes fonctionnaient sur la base de l'absence de coopération, sur le fait que dans le monde, les échanges étant régulés par le marché sont régulés par des recherches d'intérêt personnel. On cherche chacun son intérêt et quand nos intérêts se croisent sur le marché, on échange. Et cette approche finalement des échanges, elle avait été très largement renforcée, légitimée par un papier d'un monsieur qui s'appelait Gareth Hardin, qui expliquait que toutes les ressources qui étaient des ressources en commun, qui étaient ouvertes, ces ressources nécessairement étaient s'épuisaient vite et qu'il fallait qu'elles soient régulées par le marché. Pourquoi elles s'épuisaient vite ? Parce que si vous aviez un pré communal ou si vous aviez un étang communal ou si vous aviez une pêcherie à se partager, en fait, l'égoïsme individuel, qui est des fondements de l'homo economicus, de l'homme économique, cet égoïsme individuel allait entraîner l'épuisement de cette ressource parce que les premiers arrivés allaient épuiser, allaient se servir au maximum, allaient emmener tous leurs moutons pour manger l'herbe ou allaient pêcher tous les poissons, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on a appelé, c'est le titre de l'article, la tragédie des communs, c'est-à-dire que les communs, les biens qui sont en commun ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils sont soumis à l'égoïsme individuel. Alors, cette approche a eu comme tendance d'empêcher toute autre forme de pensée organisationnelle. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on s'organise ? On s'organise selon le fonctionnement du marché, selon le fonctionnement de l'État. Donc le fonctionnement du marché, quand on le traduit dans le monde de l'entreprise, dans l'organisation marchande, c'est la recherche de l'intérêt individuel. C'est-à-dire que les salariés sont là pour gagner de l'argent, leur intérêt c'est gagner de l'argent. Comme ils sont un peu fainéants, parce que c'est leur intérêt individuel, c'est d'en faire le moins possible, et pour gagner le plus d'argent possible, on va les contrôler, d'où le taylorisme. Donc on a une forme organisationnelle très orientée sur le contrôle, et puis au niveau de l'État, c'est la même chose, on a une forme organisationnelle bureaucratique qui, elle aussi, fonctionne sur la base d'un contrôle qui est un contrôle qui se fait au sommet de la hiérarchie. Ce qu'on va apprendre avec Elinor Ostrom, c'est d'autres formes de contrôle. Mais alors c'est pas forcément très clair, mais pour comprendre ces autres formes de contrôle, il faut bien faire la distinction entre les différents types de biens pour les économistes. Parce que le fait qu'il y ait des biens de types différents va orienter la réflexion sur d'autres formes d'organisation. Alors, les types de biens, ils sont classés selon deux critères, le critère d'exclusion et le critère de rivalité. Donc, qu'est-ce que c'est que le critère de rivalité ? C'est le fait, un bien est dit rival si sa consommation prive la possibilité aux autres de consommer. Donc, par exemple, le critère de rivalité est très fort sur un pain au chocolat. Si je mange pain au chocolat, vous ne pouvez pas le manger. Si j'utilise mon ordinateur personnel, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, c'est un critère de rivalité très fort. Et puis, il y a des biens qui ont un critère de rivalité très faible. L'utilisation de ce bien, l'usage de ce bien, on ne prive pas les autres, on peut tous regarder un coucher de soleil.
le fait de regarder un coucher de soleil ne prive pas les autres de regarder un coucher de soleil. Donc c'est le premier critère, critère de rivalité. Et le deuxième critère, le critère d'exclusion. Il y a des biens dont on peut exclure les autres facilement. Par exemple, critère d'exclusion qui est très facile sur mon pain au chocolat. Je peux facilement interdire à d'autres personnes de manger mon pain au chocolat. Il y a des biens pour lesquels on peut plus difficilement exclure les autres. On peut difficilement exclure quelqu'un de regarder un coucher de soleil. Et ces deux critères, rivalité et exclusion, donnent 4 types de biens. Et les biens communs sont ceux qui, au départ, avaient un critère de rivalité fort. Si je pêche un poisson, j'en prive les autres. Mais un critère d'exclusion, une exclusion difficile. Je ne peux pas empêcher les autres de pêcher des poissons. Donc si chacun veut pêcher des poissons, on épuise les temps. Et donc c'est sur ces biens-là qui peut arriver éventuellement la tragédie des communs. Si tout le monde agit de manière égoïste, eh bien on va épuiser la ressource et on n'aura plus la possibilité de l'exploiter par la suite. Donc les biens communs sont des biens qui ont cette spécificité-là, ces deux caractéristiques-là, d'avoir un critère de rivalité fort et un critère d'exclusion, une difficulté à exclure les uns des autres. Et du coup, ça pousse à la définition des communs par Ostrom, qui là encore est tirée d'un bouquin en anglais, donc en 2 mots. Qu'est-ce que c'est qu'un commun ? C'est une ressource partagée par un groupe de personnes. Cette ressource, elle peut avoir des dimensions très, très grandes. Ça peut être un réfrigérateur, comme ça peut être une bande côtière. Donc, ou la couche d'ozone. Donc, au départ, l'idée du commun, c'est une ressource commune, une ressource partagée par plusieurs personnes. La définition a été précisée parce que, au-delà simplement d'une ressource et des attributs d'exclusion et de rivalité, il y a d'autres choses qui caractérisent un commun. Et petit à petit, on va s'en rendre compte. Par exemple, ce qui caractérise le commun, ce sont des faisceaux de droit. Ce sont des règles qu'on se donne pour fonctionner. Donc, si tu manges les yaourts, tu vas acheter des yaourts. Si tu n'as pas le droit de manger les crèmes au chocolat sont pour moi. Donc dans le commun réfrigérateur, on se donne des règles, des faisceaux de droit. Il y a des gens qui ont accès, des gens qui n'ont pas accès, ou des gens qui ont des accès limités. Donc tous les membres de la famille ont un accès au réfrigérateur. Les gens qui ne sont pas de la famille n'ont pas accès au réfrigérateur. Donc un bien commun n'est pas un bien ouvert, n'est pas un bien public. Il y a des faisceaux de droit qui sont associés. Donc, deuxième caractéristique des faisceaux de droit, et puis troisième caractéristique qui est essentielle, c'est le mode de gouvernance. Un commun, ce qui fait un commun, c'est un pilotage. Donc là, on passe du bien commun, autrement dit des biens qui sont accessibles, mais dont l'utilisation peut les épuiser, au commun, au concept d'Ostrom, qui suppose qu'il y ait un mode de gouvernance. C'est ce qui va caractériser un commun. Donc on a des biens communs qui ne sont pas des communs. La couche d'ozone, c'est un bien commun, on en a tous besoin, elle se détériore, mais pour l'instant, elle n'est pas régulée. Elle n'est pas pilotée, donc ce n'est pas un commun. Donc derrière le commun, et c'est un élément important, il y a une forte dimension politique, et c'est là où justement on va dire la science, la recherche, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'Ostrom était aussi en sciences politiques, la recherche rejoint la dimension politique, et donc comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, on est sur plusieurs dimensions qui sont concomitantes, et on ne peut pas les exclure les unes des autres. Juste un mot d'abord, je pense que vous serez maintenant dans une grande perplexité ce soir quand vous rentrerez chez vous et que vous allez bénéficier d'un réfrigérateur qui suppose une démarche assez complexe de gestion. C'est un nouveau partenaire familial. Et l'autre point quand même qui est en toile de fond de ce que vient de dire David, c'était quand même un certain pessimisme des économistes à l'origine qui pensent que la nature humaine est quand même marquée par la cupidité. Et que comment on fait vivre ensemble une société d'individus cupides. Et l'exemple typique, c'est Adam Smith. Je veux dire, il passe d'un problème politique, comment faire fonctionner une démocratie, et puis on ne peut pas y arriver, et il bascule sur c'est le modèle économique, comment je fais vivre des individus cupides, c'est le marché qui va les réguler,
Finalement, ils sont tous avec leurs intérêts individuels. Or, ce que vient de nous raconter David, c'est que progressivement, les économistes quand même se dégagent un peu de cette vision négative pour dire mais il y a aussi des processus d'apprentissage et on ne fonctionne pas sur une manière inerte toute une existence, même si on est cupide à un moment donné. Je pense qu'on apprend et que la cupidité face au réfrigérateur fait que quand vous êtes confronté au fait qu'il est vide systématiquement, vous allez devoir fonctionner autrement. Et donc, il y a des principes d'organisation, et c'est assez intéressant de regarder comment ça inspire Jérémy sur, ici, s'organiser quand on veut combiner l'art, la science, l'industrie, et je dirais la forme aussi associative des individus qui sont justement pas seulement cupides. Alors, avant de passer la parole à Jérémy, parce que j'ai zappé, parce que tu avais déjà rangé une des diapos, juste pour justement donner un peu plus de grain à moudre à Jérémy, vous voyez, c'est vraiment beaucoup d'impro entre l'art et la science. Les principes organisationnels du commun, et on va rejoindre beaucoup ce que disait Jérémy sur le fait de créer des dialogues entre la science, l'industrie et l'art. Le principe de base du commun, c'est organiser le débat. C'est organiser, puisqu'on cherche à élaborer des règles ensemble, il faut se doter des instances, des moyens pour pouvoir exprimer les opinions des uns et des autres, pour pouvoir les écouter, pour pouvoir en tenir compte, de manière à élaborer ces règles. Et donc il faut le faire dans un environnement qui est plutôt bienveillant. On parle de sécurité psychologique par exemple, un environnement où on autorise la controverse, où on autorise la contradiction. On verra par la suite qu'un des environnements qui rend possible ce genre de choses, c'est l'environnement de la recherche scientifique. Donc on autorise la controverse pour ensuite établir des règles qui permettent de faire fonctionner le commun. Et ces règles, elles ont comme une base d'accepter l'erreur, d'accepter la critique. Donc dans le commun, on peut rediscuter les règles. Donc on peut rediscuter les règles du réfrigérateur. Bon, maintenant j'ai envie de manger des yaourts au chocolat, on pourrait considérer que toute la famille a le droit de manger des yaourts au chocolat, donc on va peut-être acheter plus de yaourts au chocolat. Donc on rediscute les règles, et donc on rediscute l'organisation. Donc l'organisation, elle est sans arrêt en train de se transformer, elle est dans le processus de négantropie. Elle s'adapte, donc elle survit. Deuxième chose, on fait en sorte que ces règles se basent sur des faits. Une des discussions aussi qui rejoint aussi la démarche scientifique, c'est faire en sorte que dans les principes, on mette en avant non pas des opinions, non pas des croyances, mais qu'on cherche à baser la discussion des règles sur des faits observables, de manière à éviter les querelles idéologiques et d'être toujours très pragmatique dans le fonctionnement du commun, qui a un objectif très pragmatique. Il faut maintenir la ressource. Il ne faut pas que la ressource s'épuise. Donc on n'est pas en train de tracer des plans sur la comète. On est en train de faire en sorte que le réfrigérateur reste toujours approvisionné. C'est quand même relativement important. Et la dernière chose, c'est la transparence de l'élaboration des hypothèses, de l'élaboration des règles, la transparence de la manière qui est utilisée pour mettre en place toutes ces différentes règles, pour créer de la confiance, dans le groupe des gens qui vont participer à la pêcherie commune, qui vont participer à l'utilisation du pré communal, etc. Donc derrière, ça donne une image des personnes, ça qualifie les personnes en les dotant de qualités qui ne sont pas forcément des qualités très valorisées a priori. On leur demande d'être autonomes, on leur demande d'être responsables, on leur demande de fonctionner selon un mode de réciprocité, on fonctionne sur la base de confiance. On est très loin de la pensée managériale taylorienne, où on est très loin du fonctionnement de la bureaucratie, qui l'une et l'autre, quoi qu'on en dise, y compris aujourd'hui, fonctionnent encore énormément sur le contrôle. Et le contrôle, c'est quoi? C'est le fait de ne pas responsabiliser. On nous contrôle beaucoup, on nous demande de faire du reporting, qu'on soit dans l'administration ou qu'on soit dans une entreprise privée, on nous demande de faire du reporting, on nous contrôle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Parce qu'on considère qu'il y a des gens plus hauts qui, eux, savent ce qu'ils font et qui demandent simplement à ceux qui sont plus bas d'exécuter. Dans le commun, un intérêt majeur, c'est justement le fait de faire confiance, de responsabiliser. Et c'est cette responsabilisation qui va pouvoir créer cette dimension d'autorégulation, cette dimension de négantropie, cette dimension d'adaptation aux changements externes et voire internes de l'environnement. Et là, je te cède la parole.